Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde du MOOC Impact dédiée aux problématiques de santé et sécurité au travail. Nous sommes ensemble pour échanger autour des questions que vous avez pu vous poser depuis que vous êtes inscrits dans ce MOOC. Et pour répondre à vos questions, j'ai l'honneur d'accueillir 3 experts que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Bien, bonjour à tous et à tous. Je suis Jean-Paul Leroux. Je suis à l'INRS en charge de développer des relations avec les écoles d'ingénieurs pour les encourager à mettre en place des enseignements en matière de santé et sécurité au travail. Et puis, j'ai eu aussi un parcours en entreprise, donc je connais le monde de l'entreprise, en tout cas à caractère industriel. Bonjour à tous et à toutes. Donc Lionel Moussu, ingénieur conseil à la CARSAT Pays de la Loire. Donc je m'occupe de thèmes transversaux par rapport aux risques professionnels, donc concernant les équipements de travail, l'activité de levage et également les actions vers l'enseignement supérieur. Donc vous me retrouverez également sur quelques vidéos pendant le parcours du MOOC. Bonjour, Xavier de Paris, je suis professeur de médecine, donc médecin, et je travaille dans un service de santé au travail, le service de santé au travail de la région nantaise, dont je suis le directeur de la filière prévention, c'est-à-dire que je suis responsable des équipes de santé au travail qui sont composées de médecins, d'infirmiers et de préventeurs. Et donc, je suis Sarah Gaffari, sociologue au sein de l'IMT Atlantique. Nous sommes ensemble pour environ 3 quarts d'heure. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi qu'on sache qui vous êtes. Et donc, on va se servir des questions auxquelles vous avez répondu sur vos profils et autres motivations pour vous inscrire, pour décrire un peu la population que vous constituez, parce que vous vous croisez à travers les forums, mais sans trop savoir qui est derrière chaque pseudonyme. Donc, aujourd'hui, vous êtes 288 inscrits dans ce MOOC, dont 162 étudiants qui sont inscrits par le biais de leur établissement, car nous y reviendrons certainement au cours de cet échange. L'obligation est faite désormais aux élèves ingénieurs de s'initier à ces problématiques de santé et sécurité au travail, et c'est pourquoi certains établissements ont choisi d'inscrire leurs étudiants dans ce dispositif. Donc, sur ces 288 inscrits, je regarde mes fiches pour ne pas me tromper, vous êtes à 70% des hommes, donc plutôt une population masculine. Donc, mesdemoiselles et mesdames, n'hésitez pas à vous manifester dans les forums, et plutôt des personnes en âge de travailler, puisque vous êtes 30% à avoir entre 25 et 54 ans, donc en activité ou en poursuite d'études, mais de manière peut-être alternante. J'ai exclu ici les 18-24 ans qui intègrent tous les élèves ingénieurs inscrits d'office par leur établissement, parce qu'à eux seuls, ils représentent quand même 67% des inscrits. Pour ceux qui sont inscrits, vous êtes le plus souvent au moins à un niveau de formation de niveau Bac plus 3, hein, donc un niveau L, avec 33% qui sont au niveau de la licence, 30% au niveau du master et 4% au niveau d'un doctorat. Donc peut-être des spécialités qui nécessitent d'avoir quelques connaissances ou des doctorats qui peuvent être en activité aussi en entreprise. Et puis enfin, concernant vos catégories socio-professionnelles, là encore, on va évidemment exclure la surreprésentation massive de ceux qui sont déclarés étudiants pour s'intéresser aux autres. Et on constate que cette fois encore, les inscrits sont plutôt juste derrière les étudiants, des cadres suivis de très près par les employés et les professions intermédiaires. Donc voilà. Et puis, comme c'est un MOOC francophone, vous ne serez pas étonné d'apprendre que 96% d'entre vous sont ou se déclarent d'origine française et que les 4% restants déclarent venir de l'Afrique francophone. Ce qui est normal puisque tout se passe en français. Je pense que pour quelqu'un d'une autre langue, ce serait assez difficile. Donc on vous a aussi demandé pourquoi vous aviez choisi de vous inscrire à ce MOOC. Et contrairement aux sessions précédentes, parce que c'est quand même la 7e, c'est ça je crois, la 7e session, les motivations sont plus diverses que d'habitude. D'habitude, on avait surtout découvrir ce que c'est que la santé et sécurité au travail. Cette année, en premier lieu, vient pouvoir analyser les risques liés à un projet, puisque c'est 39% d'entre vous qui avaient cet objectif de pouvoir analyser ces risques dans une modalité particulière qu'est le projet. Ensuite, très très proche, hein, vous êtes 38% à déclarer
chercher à pouvoir mettre en œuvre une vraie démarche de prévention, une démarche globale de prévention. Donc on sent qu'on est dans des applications très professionnalisantes. 35% d'entre vous ont déclaré aussi avoir une première approche succincte de la santé et sécurité au travail, et on peut supposer que dans ces 35%, un certain nombre sont nos étudiants qui, effectivement, n'ont pas de connaissances a priori dans le sujet. Ensuite, voilà, c'est l'idée d'appliquer au quotidien la santé et sécurité au travail dans votre emploi, hein, pour 30%, ou aussi mettre en œuvre des actions de prévention sur le terrain, pour 28%. Donc on voit qu'il y a une certaine diversité des motivations qu'on pouvait ne pas retrouver les années précédentes. Donc j'espère qu'on pourra remplir et atteindre tous ces objectifs, ou vous permettre d'atteindre tous ces objectifs par vous-même. Enfin, et là c'est un challenge pour nous, vous êtes 66% à indiquer que c'est votre premier MOOC. Donc c'est un dispositif de formation qui est assez particulier, qui nécessite une organisation aussi de votre part peut-être différente de ce que vous connaissez. Et eh bien, au nom de toute l'équipe, on espère que pour ces 66%, cette première expérience sera une réussite et qu'on vous emmènera jusqu'au bout. Et puis pour ceux qui ont déjà une expérience, eh bien, quand vous ferez le point sur ce MOOC-là, on espère qu'il sera dans les MOOC qui vous ont donné satisfaction. Donc voilà. Donc, ceci étant, maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, eh bien, on va entrer dans le vif du sujet en répondant à un certain nombre de questions. Donc, vous êtes un certain nombre à vous être exprimé en posant des questions. Tout de suite, je vais préciser qu'on va laisser les questions les plus complexes pour la fin parce qu'elles nécessitent peut-être d'avoir déjà quelques notions ou quelques réponses plus basiques. Donc, je rassure tout de suite Anaïs qui a une question assez particulière. Nous la traiterons, mais plutôt à la fin de cette table ronde. Dans un premier temps, peut-être on va s'intéresser aux questions qui sont d'ordre plutôt global et qui permettent d'apporter un premier panorama. Donc la règle du jeu que j'ai demandé de respecter à chacun, c'est de ne pas donner les réponses très précises tout de suite, mais plutôt de vous renvoyer, quand c'est possible, à des moments du MOOC où les réponses sont apportées pour vous inciter à regarder plus attentivement ces modules-là ou ces semaines-là quand la question que vous vous posez sera abordée. Donc, voilà, vous avez au moins 3 registres de questions. La première, c'est finalement la culture santé et sécurité au travail. La deuxième, c'est plutôt sur des questions de moyens mobilisables et puis des choses qui font vraiment référence à des modules spécifiques. Donc, pour ce qui est de la culture santé et sécurité au travail, on a tout un tas de questions que vous posez chacun à votre manière pour savoir comment valoriser ces démarches de prévention de risques santé auprès des décideurs, notamment pour que ça n'apparaisse pas comme des contraintes, mais bien comme des opportunités pour l'employeur et pour l'entreprise. Cette question, elle a pris plusieurs formes, donc je vais vous en donner plusieurs, et puis vous répondrez à celle qui vous semble la plus propice. Donc c'est, par exemple, comment réussir à avoir une culture d'entreprise qui soit basée sur la santé et la sécurité au travail. C'est-à-dire comment réussir à impliquer les différents acteurs de l'entreprise dans cette démarche. Ensuite, on a quelqu'un qui s'interroge sur les bonnes pratiques, les bonnes méthodes pour impliquer le directeur, les responsables de pôle et de service qui ont, on va dire, des activités de bureau. Et puis, comment est-ce qu'on peut mieux coordonner les valeurs parfois divergentes des ingénieurs et des médecins du travail en termes de prévention? Donc là, c'est des choses un peu plus précises. On sent peut-être que derrière, il y a un ingénieur qui a posé la question. Et puis, quand les objectifs sont communs, comment on peut permettre une bonne coordination entre les différentes entités de l'entreprise dès lors qu'il s'agit de santé et sécurité au travail. Donc là, on est vraiment sur le fonctionnement global avec aussi une autre question, c'est comment on intègre le CHSCT aux différentes missions qui sont effectuées par les services de santé et sécurité au travail et à quel moment doit être consulté le CHSCT. Donc le CHSCT, comité d'hygiène, de santé et des conditions de travail, de sécurité et des conditions de travail. Voilà, donc peut-être répondre déjà sur cette mise en œuvre de la démarche. On a les acteurs, on a aussi peut-être des différentes activités. Alors, je rebondis tout de suite sur ces questions avec une autre que nous a posée Paul Maupas, qui dit on parle beaucoup de prévention dans les entreprises ayant un secteur d'activité plus industriel. Comment on fait dans les entreprises dites numériques? Je trouve que là, on a quelque chose en termes de... Voilà, on parlait tout à l'heure des activités de bureau.
Là, on a le digital. Finalement, est-ce que la question de la santé et la sécurité au travail se pose de la même manière là, dans ces différentes entités? Et puis, les problèmes de coordination et de différence d'acteurs qu'il faut impliquer. Je vous laisse choisir et répondre en fonction de vos appétences. Je crois qu'on peut déjà en fait signaler que les questions de santé et sécurité au travail concernent toutes les entreprises, quelle que soit leur nature. Alors, il est vrai que historiquement, nous avons évolué vers davantage santé et sécurité au travail, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt préoccupation sécurité. Sécurité, question en fait liée en fait à la nature quasi industrielle des entreprises. Alors que l'évolution actuelle est plus vers le tertiaire, les activités je dirais, de bureau, et donc ça touche la santé physique et mentale, les problèmes finalement de posture, de gestes répétitifs, et aussi la pression finalement liée je dirais, au projet à rendre en urgence. Voilà, en fait, des choses qui impactent finalement la santé psychique. Et puis, ce que vous pourrez aussi découvrir, c'est effectivement les résultats, les tendances, je dirais sur le plan macro, une amélioration sensible en matière de sécurité, une baisse globalement des accidents du travail, et en maladie professionnelle, on est quand même plus nuancé, en fait, avec une prédominance de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, les TMS, troubles musculo-squelettiques, mais plus largement des problèmes liés à la santé, l'équilibre au travail. Hein. On parle maintenant de bien-être au travail. Donc là, en fait, bien sûr, tous les acteurs de l'entreprise, ingénieurs, managers, salariés, sont concernés par ces aspects-là. Voilà, c'est une première réflexion par rapport à ce sujet. Mais vous pensez, alors juste pour rebondir là-dessus, vous pensez qu'il y a une communauté, une convergence d'objectifs de tous les acteurs vers la prise en compte de la santé et la sécurité au travail aujourd'hui? Alors, Je pense que... oui, allez-y. Non, je pense que vous l'avez abordé un petit peu. Je pense que suivant la place de l'acteur en entreprise, la santé et sécurité au travail n'a pas la même perception. Je pense que là, vous avez un public d'ingénieurs ou futurs ingénieurs, lorsqu'ils sont sur le terrain avec leurs équipes, par exemple, ils vont être préoccupés par la santé de leurs salariés, leur sécurité, et puis par l'aspect réglementaire, l'obligation réglementaire. Évidemment, on est préoccupé par la santé des gens avec qui on travaille tous les jours. Ça, c'est une chose, et on en est responsable. Et le Code du travail le précise. Après, quand on a un point de vue manager, effectivement, la santé au travail, ça peut être une variable de surcoût. Je ne sais pas si je m'exprime correctement en disant ça, mais ça peut être pris comme ça, en disant que ça rajoute du coût à un chantier. Oui, effectivement, puisque c'est vécu comme des contraintes. Donc une perte de temps possible, des moyens supplémentaires à déployer, et puis on ne peut pas faire ce qu'on souhaiterait faire aussi rapidement qu'on le voudrait, bien sûr. Mais je pense que pour les managers qui sont, ça a été dit un petit peu dans la question, loin du terrain, c'est vrai, il faut quand même savoir qu'il y a quand même des études dont les résultats convergent pour démontrer que, et vous l'avez dit, maintenant on parle de bien-être au travail. Un salarié qui est bien au travail, il a un meilleur rendement qu'un salarié qui subit son travail. Et sur le plan économique aussi, on sait que investir dans la prévention, je parle toujours pour s'adresser aux managers de haut niveau, la prévention est rentable pour l'entreprise. Elle n'est pas rentable à long terme, elle est rentable à court terme, puisqu'on sait bien que derrière chaque accident, derrière des postes pénibles, il y a des arrêts de travail. Ces arrêts de travail demandent à ce qu'on remplace les personnes qui sont en arrêt. Donc il y a un surcoût qui est engendré par une mauvaise santé, sécurité sur les postes de travail. Et une politique de prévention bien menée, c'est des économies directes et à court terme dont les effets sont visibles dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Donc c'est quand même un intérêt assez puissant. Bon, les études convergent à peu près pour dire qu'un euro investi, c'est 2 euros d'économiser. Voilà. Donc je pense que c'est un levier qu'il faut pouvoir saisir de temps en temps pour aussi sensibiliser les managers de haut niveau. Ce qui répondrait à la question de comment les convaincre, peut-être en mettant en avant les enjeux économiques qui sont effectivement... Il n'y a pas que les enjeux réglementaires, il y a les enjeux économiques, et puis le premier enjeu, c'est quand même la santé, bien sûr, la santé des salariés à leur poste de travail.
Alors effectivement, j'irais dans le même sens pour répondre à la question. C'est qu'on a une convergence entre santé et performance de l'entreprise. Les salariés qui vont se sentir bien derrière vont être actifs à leur poste et vont produire plus de valeur pour l'entreprise. Et je pense qu'aussi la question par rapport au projet, c'est que cette dimension, elle doit être intégrée par rapport à des projets qui sont menés dans les entreprises, donc notamment par les futurs ingénieurs, parce qu'un projet va transformer l'environnement de travail dans l'entreprise. Donc il faut au plus tôt pouvoir prendre en compte ces contraintes liées à la santé, à la sécurité des salariés, parce que derrière, le système, il va vivre un certain nombre d'années, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça va donc derrière amener des utilisateurs à travailler avec ce système. Et il faut prendre en compte ces éléments. Et derrière, ça sera de la performance gagnée pour l'entreprise à moyen et long terme. Donc je pense que c'est un des piliers à prendre en compte. Il y a un pilier effectivement économique, mais il y a aussi le volet santé-sécurité qu'il faut intégrer dans chaque démarche. Donc là, si je vous entends bien, en fait, quand on parle du risque lié au projet, vous êtes plutôt dans la perspective intégrer la prévention des risques dès la conception, c'est-à-dire au sein du projet. Mais est-ce qu'il y a des risques spécifiques à la modalité gestion d'un projet avec ces organisations matricielles ou autres? Est-ce qu'il y a des risques spécifiques qui seraient, finalement, quand on nous dit pouvoir analyser les risques d'un projet, je pense que derrière, il y a peut-être ça, c'est-à-dire, est-ce que quand on est en mode projet, on a des problématiques de santé et de sécurité au travail, en termes peut-être de charges psychologiques, hein, par exemple, qui sont différents ou pas du tout, ou est-ce que finalement, c'est un peu les mêmes logiques qui jouent de votre point de vue? Je n'ai pas de réponse. Hein. Alors, ça, c'est un mode spécifique de gestion de projet, puisqu'en fait, on a un délai déterminé, on a des ressources je dirais, à gérer pendant ce projet. Après, c'est peut-être plus l'avant et l'après du projet qu'il faut gérer, parce que derrière, à la fin du projet, il faut que les personnes retrouvent leur activité au sein de l'entreprise. Et puis, il faut être vigilant pendant le temps de projet que la charge de travail ne soit pas, je dirais, trop lourde à supporter. Et que derrière, s'il y a des difficultés, qu'il puisse y avoir un mode de communication et de gestion au sein de l'équipe projet pour que derrière, il puisse y avoir des ajustements qui soient mis en place. Donc, effectivement, le mode projet peut venir bousculer je dirais, ces éléments-là, peut-être être aussi un vecteur négatif pour la santé. Donc il faut qu'il y ait des espaces d'échange, des espaces de concertation pour qu'il y ait ces aménagements qui puissent se mettre en place. D'accord. Je pense que c'est les éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on travaille en mode projet. D'accord. Je vais juste rajouter une chose, c'est que c'est vrai qu'on travaille de plus en plus en mode projet. Je vais paraphraser ce que vous avez dit, je vais le dire autrement, c'est le point de vue du médecin, mais je pense que dans la gestion mode projet, il faut poser une organisation qui n'impose pas d'emblée des grosses contraintes, parce qu'on sait qu'en imposant des grosses contraintes, c'est là où on introduit le plus de risques, puisque lorsqu'on impose des contraintes aux travailleurs, c'est là où on va les contraindre, donc on s'expose derrière à des risques d'accident, à des risques de maladie, à de la pénibilité. Donc c'est là où on va créer du risque par une organisation qui est trop contrainte. Et je pense qu'il faut travailler le plus en amont possible en termes de santé et sécurité. Et le plus en amont, c'est en mode projet, même si on sait que, vous l'avez dit, on a des moyens qui sont définis, on a un délai de temps à respecter. Il faut poser une organisation qui soit la moins contrainte possible dans le périmètre qui nous est défini. Et c'est là où on va s'exposer finalement au moins un niveau de risque le plus faible pour la conduite du projet. D'accord. Ça paraît assez évident à dire, mais c'est bon à rappeler, je pense. Je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est je dirais la démarche de santé et du travail qui nous permet finalement d'atteindre la performance. Je dirais l'expérience que j'ai sur le terrain, c'est justement la préoccupation du détail, de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain dans le cadre d'un projet, justement, voir en fait ce qui marche pas. En allant sur le terrain, on repère finalement des trucs, des petits détails qui vont être déterminants dans la performance globale du système qu'on va en concevoir. Tenir compte que finalement, ça marche pas si bien que ça et que l'ouvrier, l'opérateur trouver un petit truc pour justement débloquer la situation, s'apercevoir de ça va permettre d'intégrer finalement des solutions techniques tout à fait adaptées pour la performance globale du système qu'on va concevoir.
Et ça, c'est effectivement, de mon point de vue, très important, allier en fait la préoccupation de terrain, santé et du travail, et finalement la préoccupation performante du système qu'on vise en tant qu'ingénieur. Ceux qui militent, oui, je vous en prie. Juste, si je ne me trompe pas dans votre esprit, ça veut dire qu'il faut savoir intégrer des indicateurs de production, des indicateurs d'efficience, mais aussi des indicateurs finalement de bien-être au travail. Et vous l'avez dit, hein, quelqu'un qui est trop contraint, mais qu'est-ce qu'il fait? Il contourne. Et c'est là où on crée du risque. Tout à fait. Voilà. Combien de Carter ont été et du coup, ça converge avec ce que je voulais souligner. Vous militez plutôt pour des ingénieurs qui soient capables de faire de l'analyse des situations de travail et de comprendre le travail tel qu'il se pratique en réalité. Alors effectivement, il y a une vision de l'ingénieur, mais qui est dans la conception de système ou conception de solutions. Et il faut aussi voir que ça ne se passe pas forcément comme on l'avait prévu, qu'il y a une certaine variabilité. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve en ergonomie, parce que la matière première n'est pas la même, parce que le système va s'user. Et donc derrière, il faut prendre en compte ces éléments. Et je pense que c'est important aussi de prendre en compte les retours du terrain, et que ça puisse être discuté, que il puisse y avoir des échanges autour de ces situations pour améliorer le fonctionnement du système. Donc effectivement, c'est important d'avoir cette prise en compte. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit sur, à première instance, santé et sécurité au travail, ça peut paraître comme une contrainte ou comme un coût supplémentaire. Et ça, c'est des questions qui ont été posées, notamment par rapport à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire, certains ont dit, mais finalement, il y a quand même la question des moyens. Et peut-être que les TPE, donc les très petites entreprises, les micro-entreprises, n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ces problématiques de santé et sécurité au travail, avec des questions du type, qu'en est-il de la santé et sécurité au travail dans les petites entreprises qui n'ont pas toujours les moyens d'avoir du personnel dédié? Et dans ce cas-là, la santé et sécurité au travail est-elle du ressort d'organismes extérieurs ou non? Donc ça, c'est une des questions. Ou quels sont les acteurs qui peuvent aider peut-être les entreprises à mettre en place leur plan d'action? Donc là, je pense que vous avez des éléments les uns et les autres, du fait de votre activité. Et puis voilà, plus pragmatiquement, y a-t-il des aides qui peuvent être obtenues? Et si oui, à quelles conditions peut-on les obtenir? Donc voilà, on a peut-être des gens qui sont dans des petites structures et qui se posent la question de, finalement, quand on est dans ces petites structures, est-ce que c'est pas plus difficile? Alors, en fait, on s'aperçoit effectivement que la sinistralité, elle va être la plus forte, enfin en fonction des métiers, entre 20 et 80 salariés. C'est-à-dire qu'au-dessus de 50 salariés, on a la mise en place du CHSCT. Et en dessous de 20 salariés, on a quand même un chef d'entreprise qui est assez proche en fait, de ses salariés. Entre les deux, il doit y avoir des échelons qui doivent être mis en place entre le chef d'entreprise et les salariés. Et finalement, c'est là où la sinistralité est la plus forte. Et c'est vrai que les petites entreprises n'ont pas forcément les moyens d'avoir des responsables sécurité dédiés, ce qu'on peut retrouver après dans les plus grosses structures. Donc il y a des guides qui existent par rapport aux professions. Il y a aussi le support d'organismes. Donc dans le bâtiment, on parle de l'OPP-BTP. Pour le régime général, la CARSAT intervient aussi en entreprise pour pouvoir conseiller le chef d'entreprise pour la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels. Mais c'est vrai que pour une petite entreprise, il faut savoir quel interlocuteur solliciter pour obtenir des conseils et pouvoir mettre en place des moyens adaptés à sa structure. Alors, je voulais rajouter une réponse complémentaire. Il y a une étude qui a été effectuée dans la région Pays de Loire dans le cadre du plan régional santé-travail qui démontre qu'en fait, il n'y a pas une entreprise qui ne dispose pas d'une capacité de conseil à disposition. D'accord. Voilà. Et bon, il y a la CARSAT, il y a les services de santé au travail aussi. La santé au travail, c'est pas uniquement la visite du médecin ou de l'infirmier pour l'aptitude du salarié. Non, la santé au travail, c'est d'abord et avant tout de la prévention collective. Et c'est aussi justement du conseil sur la santé et la sécurité au profit des entreprises. Donc là, une TPE est de toute manière légalement et forcément abonnée à un service de santé au travail et elle dispose avec son service de santé au travail, et c'est compris dans la cotisation, j'insiste beaucoup là-dessus, de cette capacité de conseil en s'adressant à son service de santé au travail. D'accord. Donc, effectivement, peut-être que ce n'est pas un réflexe que les gens ont de se tourner vers ces services interdisciplinaires. Je peux vous dire que sur le terrain, oui, la plupart, non, j'exagère peut-être un peu, mais encore que
très souvent pour les entreprises, la santé au travail, c'est la visite. Et c'est uniquement la visite. Et quand on va les voir et qu'on leur dit que ben non, on dispose de conseillers, de préventeurs, d'ergonomes dont c'est la mission et dont c'est le métier et qui sont là pour eux, ils sont tout étonnés. Donc les entreprises en France disposent de conseillers. Voilà. Très bien. Peut-être Oui. un dernier, Bien sûr. dernier point là-dessus. Une expérience un peu particulière, c'est le cas d'élèves ingénieurs, simplement, qui vont sur le terrain aider les petites et moyennes entreprises à faire un premier pas ou un deuxième en matière d'évaluation des risques. C'est du gagnant-gagnant, finalement, parce que ça leur procure un terrain d'application, donc mise en œuvre d'une démarche. Et puis, ça aide l'entreprise déjà à avoir un premier plan d'action en matière de prévention, qui pourra finalement déboucher sur des actions concrètes et une amélioration, ne serait-ce que sur les principaux risques déjà repérés après une approche assez globale et assez macro. Voilà, donc c'est un côté intéressant, c'est justement l'utilisation des stages en entreprise pour les élèves, les futurs ingénieurs, managers ou ingénieurs, justement, d'avoir un terrain d'application pour progresser, pour développer des compétences en matière de santé et sécurité du travail. Alors justement, par rapport à ces problématiques, on a eu un certain nombre de questions qui sont revenues autour du document unique. Donc vous êtes un certain nombre d'abord à avoir posé la question assez directement en disant les intervenants parlent de l'analyse des risques au travers du document unique, mais qu'est-ce que c'est que ce document unique? Alors sans répondre intégralement à la question, qu'est-ce que vous aimeriez dire de ce document unique? Puisqu'après on aura une autre question d'un autre apprenant, Dominique, qui nous demande... Alors là, vous verrez comment vous la comprendrez, cette question. Qu'est-ce qui définit un niveau de granularité des risques efficients dans le document unique? Donc, qu'est-ce que le document unique et qu'est-ce qui définit la granularité des risques? Voilà, je vous laisse répondre sur ces deux aspects comme il vous convient. Donc, le document unique, il est la retranscription de l'analyse des risques. Donc, dans la réglementation, chaque entreprise doit disposer d'un document unique qui fait état de la démarche d'évaluation des risques. Donc c'est un document important puisqu'il doit être mis à la disposition des salariés. C'est aussi la preuve que la démarche a été réalisée par l'entreprise. Après, il faut aussi que ça soit le résultat d'une démarche qui était participative, qui n'était pas faite par un consultant externe seulement, mais qui a impliqué les salariés. Donc je dirais c'est un élément nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir mesurer la vitalité de la démarche en entreprise. Donc après, il faut qu'il y ait aussi ces échanges et puis cette amélioration, parce que le document unique, il doit continuer à vivre. Donc il est mis à jour régulièrement? Il est mis à jour régulièrement et il faut que cette démarche se fasse dans l'entreprise pour qu'elle puisse s'appuyer sur ce document. En fait, là aussi, les services de santé au travail ont un rôle qui est important. Et je le dis pour ceux qui sont inscrits au MOOC, une des missions des services de santé au travail, c'est pour chacune des entreprises adhérentes de délivrer ce qu'on appelle une fiche entreprise. C'est quoi ce document? La fiche entreprise, c'est le repérage des risques qui sont présents dans l'entreprise. Et là, si on revient à nos TPE qui ne disposent pas de capacités particulières ou de compétences en interne, disposer d'un repérage des risques, une fois qu'on a recensé les risques qui sont présents dans l'entreprise, la démarche du document unique, c'est de les prioriser, et puis face à chaque risque qui a été jugé prioritaire, derrière d'inscrire une action, parce que le document unique, c'est pas un document. En fait, c'est une démarche. C'est vraiment une démarche de prévention qui est active, mais c'est un document légal, bien sûr, dont chaque entreprise doit disposer, mais c'est pas qu'un document. Je dirais que le nom, il est mal qualifié. Voilà. En fait, ça devrait être une démarche de prévention en entreprise qui est inscrite dans un document qui est légalement obligatoire. Mais c'est la démarche qui compte. C'est vraiment une démarche de prévention. Il ne faut pas se contenter simplement d'avoir recensé des risques et de derrière faire, excusez-moi, mais du yaka faucon. Voilà, il faut que ce soit une vraie démarche en entreprise qui implique tous les personnels de l'entreprise. Et c'est là où effectivement des entreprises ont besoin d'aide. Mais là, on revient à la question de tout à l'heure. Il existe de nombreux conseils à disposition des entreprises et elles ne doivent pas se priver de les solliciter. D'accord.
Petite parenthèse aussi, je me souviens très bien, il y a quelques années, on m'avait demandé est-ce que tu pourrais pas m'aider à faire un cours sur le document unique? C'est une demande d'une enseignante dans une école d'ingénieur. J'ai dit ta demande, si je la comprends bien, c'est plus est-ce que tu ne pourrais pas m'aider à proposer un enseignement en matière d'évaluation des risques? C'est pas effectivement simplement se contenter de la rédaction d'un document. Je rappelle aussi historiquement qu'en 91, l'obligation d'une démarche d'évaluation des risques, ça s'est inscrit dans la réglementation, et 10 ans plus tard, le législateur a exprimé le besoin de dire il y a formalisation pour montrer, pour prouver finalement qu'on est bien engagé dans une démarche de ce type-là. Et c'est vrai que c'est ce qui traduit en fait réellement la démarche finalement engagée par l'entreprise. Voilà, c'était une petite parenthèse intéressante de mon point de vue. Et pour ce qui est de la question de la granularité, vous auriez des suggestions de réponse, les uns et les autres. Dans ce que j'ai compris, je pense que vous évoquiez plutôt la priorisation. Peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il y a des choses... Oui, enfin, le terme granularité, on s'est interrogé sur cette question, on peut le dire. On s'interroge sur la question, effectivement. Donc, moi, mon premier réflexe, c'était de traduire le mot granularité par priorisation, parce qu'effectivement, mais il y a d'autres interprétations possibles qui seront abordées après. Effectivement, lorsqu'on a fait le repérage de tous les risques présents en entreprise, il faut évaluer le degré d'exposition à ces risques, et puis et ensuite prioriser. Il est rarement possible de tout prévenir. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut faire des choix. C'est ce qu'on appelle la priorisation. Je pense que tout le monde le sait. Et bien, cette priorisation, il faut l'afficher. Donc là, moi, j'ai pris le mot granularité comme la priorisation, en ce sens-là. Et si on la prend dans ce sens-là, alors juste, finalement, on a une estime... Enfin, on décide de la priorisation. Et je pense que derrière, il y avait finalement comment est-ce qu'on décide, parce que qu'est-ce qui définit finalement comment est-ce qu'on va choisir qu'un risque, c'est une priorité numéro 1 dans la gestion, dans la prévention des risques. Je pense que ce sera abordé dans la formation sur le document unique. On va peut-être pas l'aborder en détail, mais il existe bien évidemment des critères qui permettent cette priorisation. Voilà. Donc effectivement, vous verrez au moment de l'analyse de l'accident comment on peut avoir des matrices, notamment fréquences graphitées, qui permettent de prioriser éventuellement un certain nombre de risques. Mais effectivement, quand on a découvert cette question, on s'est aussi posé la question d'une autre façon de l'interpréter, qui était plutôt sur la finesse d'analyse. Est-ce que vous voudriez approfondir sur cette possibilité? Il faut peut-être aussi préciser qu'actuellement, il n'y a pas une démarche dans toutes les entreprises, d'ailleurs, et loin s'en faut, enfin, une démarche construite, sérieuse. L'autre point à souligner, c'est que toute démarche doit être à caractère itératif, c'est-à-dire que finalement, on démarre une approche assez globale, assez macro, et petit à petit, on va rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure, finalement, des boucles d'itération. On va être plus fin, plus au niveau de l'analyse des situations. Mais il est important aussi de souligner que pour avoir des actions concrètes, c'est ce que je répète moi quand je suis face à des étudiants, pour avoir des actions concrètes, efficaces, il faut être suffisamment précis. Voilà la situation que j'ai observée, voilà ce que je peux mettre en place comme mesure de prévention. Si je ne suis pas suffisamment clair au niveau des repères des situations, je reste dans le flou et je ne serai pas efficace. Donc voilà, quelques réflexions par rapport à ça. Alors effectivement, dans les petites et moyennes entreprises qui démarrent de rien, on va repérer quelques situations de manutention manuelle, par exemple, ou de poste de travail avec posture. On va essayer de corriger ça, des bacs de shampoing en hauteur, des choses comme ça. Et puis, deuxième temps, on va regarder d'un peu plus près gestes répétitifs, activités réelles de travail, pour aller un peu plus loin dans l'analyse, dans la granulométrie finalement du détail d'analyse. Donc, les choses ne sont pas figées, en fait. Et puis, il y a aussi, on a évoqué tout à l'heure, l'obligation de mettre à jour le document unique. C'est parce que, à la fois, le contexte général évolue, mais aussi l'entreprise évolue, je dirais quasiment au quotidien, donc il faut aussi l'adapter. Donc régulièrement, au moins une fois par an, on se repose la question, est-ce que les situations ont bougé ou pas? Est-ce que les contextes ont évolué? Est-ce qu'il n'y a pas à retoucher telle ou telle mesure? Je partage, je dirais, le même avis que D'accord, Jean-Paul. Très bien. Alors,
autre question qui nous a été posée, toujours dans le registre de la prévention ou de la survenue d'un accident, c'est voilà, l'obligation de sécurité nécessite plusieurs interventions qui sont d'agir en amont et en aval. Et on nous demande, mais finalement, en quoi consistent de telles actions lorsqu'un accident survient? C'est-à-dire, voilà, comment concevoir l'amont dans un accident? Je pense que c'est ça, j'espère ne pas me tromper. Donc en amont, l'objectif de la démarche, c'est bien d'imaginer les situations dangereuses et de trouver des éléments qui vont permettre de réduire les risques d'exposition à ces situations dangereuses. En aval, c'est qu'on n'a pas pu prévenir ces situations, que quelque chose, un dommage est arrivé. Et donc là, il faut mettre en place des actions. Alors souvent, c'est des actions court terme, et après, certaines vont demander peut-être un peu plus de réflexion pour éviter que ça se reproduise. Donc moi, j'interviens en fait en tant que préventeur au sein d'une CARSAT, et quand on intervient suite à un accident, notre objectif, c'est que cet accident ne puisse pas se reproduire et ne puisse pas engendrer les mêmes conséquences au niveau du salarié. Donc ça, c'est vraiment une démarche importante. Après, effectivement, il faut se pencher plutôt sur la démarche de prévention pour essayer que cet accident n'arrive pas. D'accord. Je voudrais aussi souligner que chaque fois, on doit se poser la question, quand survient un incident ou un accident, justement des mesures à mettre en œuvre pour éviter que ça se reproduise, mais c'est aussi plus largement une réflexion sur finalement ma démarche d'évaluation des risques, est-ce qu'elle était pertinente? Ce risque-là, je l'avais perçu ou pas, ou je suis passé à côté? Et donc, on a parlé de mise à jour du document unique. Justement, quand il y a un incident qui survient, on doit se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas lieu de mettre à jour le document unique? C'est peut-être aussi ce qu'on a voulu évoquer à travers l'histoire de Gene Adric, d'ailleurs. Un accident qui survient, il va falloir se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, à enrichir la démarche d'évaluation des risques suite à l'incident ou l'accident survenu? Je pense que, sans trahir la formation, le futur en tout cas, je pense qu'il y a une règle qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les causes d'incidents sont souvent aussi les causes d'accidents majeurs. Donc il ne faut jamais sous-estimer en fait la survenue d'un incident en se disant ce n'est qu'un incident, il n'y a pas eu de conséquences physiques majeures, entre guillemets on s'en est bien tiré, pas de problème. Il faut analyser ces incidents parce que ces incidents ont très souvent les mêmes causes que les accidents qui auront des conséquences importantes. On peut supposer effectivement que chaque incident est peut-être un signal d'alarme à prendre au sérieux. C'est exactement comme ça qu'il faut les prendre. Et qu'il faut le traiter de manière aussi rigoureuse que s'il s'agissait d'un accident un peu plus grave, évidemment. Alors, autre question qui nous a été posée, on revient un petit peu aux acteurs, c'est comment intégrez-vous le service de santé au travail, donc celui dont on parlait tout à l'heure, dans la démarche de prévention. Donc, notamment, on a évoqué le fait qu'ils avaient un rôle de conseil, ils avaient aussi un rôle sur les visites. Est-ce que vous voyez d'autres rôles que l'on pourrait attribuer au service de santé au travail? En fait, les services de santé au travail existent avec pour mission de proposer une prévention en termes d'accidentologie, d'exposition à des risques en milieu de travail. L'objectif, c'est que le travail ne nuise pas à la santé des travailleurs. On est dans une démarche de prévention. Cette démarche de prévention, elle se fait sur deux axes, une démarche de prévention individuelle et une démarche de prévention collective. La démarche de prévention individuelle, tout à chacun est responsable de sa santé, aussi bien dans l'entreprise que hors de l'entreprise. Dans l'entreprise, le Code du travail est assez précis. Le salarié a une responsabilité vis-à-vis de sa santé et de sa sécurité. Donc, pour qu'il puisse exercer sa responsabilité au maximum, il faut qu'il soit informé. Il faut qu'il ait les informations nécessaires pour se prévenir. Donc là, c'est un des premiers rôles des services de santé au travail, agir en matière individuelle. Ça se fait comment? Ça se fait la plupart du temps au cours des visites que tout salarié passe auprès du médecin du travail ou des infirmiers en santé au travail, où on passe en revue le poste de travail du salarié, les expositions au risque et les moyens de se prévenir. Mais la prévention individuelle, c'est une chose, mais c'est
largement insuffisant. La meilleure des préventions, c'est la prévention collective. À chaque fois qu'on peut instaurer une prévention collective, on sait qu'elle sera plus efficace qu'une prévention individuelle. Et cette prévention collective, c'est aussi une des missions des services de santé au travail. Donc rentre à l'intérieur de cette mission, évidemment, le repérage des risques, le conseil aux entreprises pour prévenir les risques une fois repérés. Et ça, ce sont les deux grandes missions des services de santé au travail qui sont à disposition des entreprises adhérentes pour ça. D'accord. C'est vrai que l'acteur principal pour l'entreprise, l'acteur de proximité, c'est le service de santé avec différents intervenants. Et je pense que c'est un message qu'il faut vraiment diffuser pour que les services soient sollicités par rapport à leur proposition d'intervention. Et ça, c'est vraiment important. Je crois que vous aurez l'occasion en fait de découvrir les rôles et missions des différents acteurs de l'entreprise, et en commençant par finalement celui de l'ingénieur manager. Quand il prend une décision, il doit s'interroger sur l'impact potentiel de ces décisions concernant la santé et la sécurité, pas seulement de ses collaborateurs, mais aussi toutes les personnes concernées du fait justement de ces décisions par rapport à, par exemple, à un projet de système ou d'organisation. Donc là, c'est un point important. Et là, on vous invitera à découvrir finalement que de toute façon, vous n'êtes pas tout seul. C'est un travail qui doit se faire en collaboration avec différents services, avec des différents acteurs. Et aussi, il y a des acteurs externes qui peuvent aussi aider finalement dans ces démarches-là. Avec toute la difficulté qu'on peut supposer quand il s'agit de prendre des décisions, c'est faire des arbitrages. Et on revient à la question qu'on se posait tout à l'heure sur comment faire en sorte que la santé et la sécurité au travail deviennent vraiment une opportunité, non plus une contrainte qu'on se sent obligé d'intégrer pour remplir des enjeux ou des cadres réglementaires. Et là, ça me renvoie à une des questions qui nous a été posée aussi, notamment sur un autre type de risque qui sont les RPS. Donc, les risques psychosociaux. Donc, les risques psychosociaux, nous dit-on, génèrent de nouveaux enjeux au sein de l'entreprise. Comment l'employeur, les salariés et l'entreprise peuvent-ils s'adapter à ces nouveaux risques? Les préconisations de l'article du Code du travail suffisent-elles? Donc, avant de vous laisser répondre, je vais juste me permettre de reformuler la question parce que vous verrez quand vous aborderez les différents modules du MOOC qu'il ne saurait être question de s'adapter à des risques. J'espère que vous avez compris que c'est le travail qui doit s'adapter à l'homme et non pas l'homme qui doit s'adapter au travail, et donc a fortiori au risque. Donc je reformulerai en disant finalement comment est-ce que les employeurs, les salariés peuvent faire face, intégrer ou anticiper ces nouveaux risques. Et puis, j'aimerais que vous teniez compte du fait que les réponses ne seraient peut-être pas forcément les mêmes selon qu'on se place du point de vue de l'employeur ou du point de vue du salarié. Donc voilà, les risques psychosociaux vus par l'employeur, vus par le salarié, comment finalement on gère ces nouveaux risques. D'abord, je voudrais dire une chose sur les RPS, c'est que sur le plan médical, c'est un sujet qui est très complexe. Parce que vous savez qu'il y a débat actuellement pour savoir si les RPS peuvent être considérés comme une maladie professionnelle ou pas. Donc le cœur du débat est centré sur le fait qu'un individu qui va être en situation de risque psychosocial et qui va développer des signes extérieurs divers et variés, sous la forme d'une dépression réactionnelle ou d'un burn-out, voilà. Il y a des facteurs qui sont personnels, il y a des facteurs qui sont professionnels, il y a des facteurs familiaux, il y a de multiples facteurs qui peuvent conduire à une situation qui va provoquer, on va dire, un RPS chez une personne. On expose deux personnes à la même situation de travail, une va basculer en RPS, l'autre non. Donc on n'est pas dans quelque chose qui est réglé comme un poste de travail qui va provoquer lui des TMS, et on en est sûr, puisque là c'est une usure mécanique. Donc là on est vraiment face à un problème qui touche non pas au somatique mais au psychologique des individus. Donc il faut bien comprendre ça. Ensuite, la source de RPS, si on écarte l'individu qui va retomber en RPS parce qu'il a beaucoup de problèmes personnels ou familiaux. Voilà. Qu'est-ce qui peut provoquer des RPS dans une entreprise? Eh bien,
une mauvaise forme d'organisation, de management, un mauvais manager. Tout ça, ce sont des causes de RPS. Bien sûr. Voilà. Après, il faut que l'entreprise soit capable de repérer les salariés en RPS. Et il faut qu'elle soit capable aussi de reconnaître que son management est une source de RPS ou qu'un manager est, finalement, par son comportement, voilà, provoque des RPS. Donc, vous voyez, le problème, il est pas simple du tout. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, parler de RPS, quand nous, on va dans l'entreprise pour faire la fiche entreprise et qu'on va faire le repérage des risques, autant il est facile d'aller sur les postes de travail et repérer les postes qui exposent à des TMS. Quand vous prononcez le mot RPS, on va dire que les bouches se ferment et c'est comme quelque chose de tabou la plupart du temps. Voilà, c'est pas quelque chose de simple à aborder en milieu de travail, il faut le dire. Donc on a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là dans le monde du travail en général. Mais je rejoins le docteur de Paris, les risques psychosociaux, c'est aussi en lien avec l'organisation dans l'entreprise. Donc effectivement, c'est pas facile d'en parler. C'est aussi une remise en cause des modes d'organisation, de comment le travail est organisé au sein de l'entreprise. Et une personne qui serait en difficulté, on a souvent une définition du stress comme un déséquilibre entre ses ressources et ce qu'on nous demande. Donc effectivement, il faut que l'entreprise puisse regarder au niveau de ses salariés s'ils sont en capacité de pouvoir répondre à la demande de l'entreprise et aménager, si besoin, l'organisation. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à aborder. Autant on peut parler facilement d'un risque bruit au sein d'un atelier, d'un risque chimique. Il est plus difficile de parler des risques psychosociaux parce que derrière, c'est l'organisation du travail qu'il faut remettre en question, qu'il faut discuter. Il faut échanger avec le travail que réalisent les personnes et puis voir quels sont les aménagements nécessaires. Et ce que a dit aussi le docteur de Paris, c'est pouvoir identifier des personnes, repérer des personnes qui seraient en difficulté pour pouvoir aménager leur poste de travail. Simplement souligner deux aspects qui ont déjà été évoqués. C'est d'une part les risques à caractère physique, on sait en fait les appréhender, c'est bien dans le cadre, dans l'environnement de l'entreprise, c'est clair. Ce qui relève des risques psychosociaux, et effectivement, il y a des éléments liés au travail, et puis il y a des éléments qui sont liés à la personne, au vécu, à la situation personnelle de chaque opérateur, au sens large du terme opérateur, bien évidemment. Alors l'autre aspect, c'est effectivement les risques psychosociaux. Pour aborder ces questions-là, ben c'est effectivement extrêmement difficile parce que enfin, ça touche, et ce qui a été évoqué, c'est le management, l'animation d'équipe, la charge de travail, les consignes, les orientations, la latitude décisionnelle. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui sont maintenant reconnus comme étant potentiellement à l'origine de troubles psychosociaux. Et travailler sur ces facteurs-là, c'est une démarche qui doit être assez globale au niveau de l'entreprise, avec une politique et une orientation assez claires. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut être à l'écoute, et ça se construit aussi dans la durée. De toute façon, historiquement, on peut voir que la reconnaissance de certaines maladies professionnelles a toujours nécessité du temps aussi. Si on remonte dans l'histoire, même des expositions à des risques, à des facteurs cancérigènes, ont été longs à être reconnus. Et on a pu aussi mettre en parallèle l'hygiène de vie des salariés. Donc, effectivement, là, il y a une dimension psychologique qui intervient en plus, qui rend la chose certainement encore plus complexe, parce que c'est extrêmement difficile de distinguer... Après, excusez-moi... Oui, allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Je vous coupe, excusez-moi, mais après, ce qui fait quand on a un salarié qui est en RPS de manière isolée dans une entreprise, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Voilà. Après, c'est la répétition dans la même entreprise qui fait la signature du problème. Voilà. Et vous l'avez très bien dit, la première étape, c'est déjà la reconnaissance par l'entreprise qu'il y a un problème. Et un problème dans quoi? On touche au cœur de l'entreprise, c'est l'organisation et le management. Et là, c'est un vrai travail qu'il faut mener. On dispose de professionnels pour ça, des psychologues du travail en particulier, qui ont des stratégies d'approche à ce niveau-là. Mais je ne vous cache pas que
parfois la porte se ferme. Bien sûr. Voilà, et il n'y a pas moyen de discuter. C'est quelque chose de compliqué. Et là, on se place du point de vue de l'entreprise et de l'employeur, mais effectivement, il peut y avoir aussi la difficulté de se déclarer en souffrance lorsqu'on est salarié, parce que, enfin, on le sait par les études qui ont pu être menées, Ouais. hein, c'est d'abord se remettre en cause, enfin, on commence d'abord par se remettre en cause sa capacité à assurer le travail, et il faut vraiment du temps aussi de maturation pour pouvoir libérer cette parole, et peut-être que les consultations de jour qui existent en termes de souffrance au travail peuvent aider aussi les salariés qui pourraient être en difficulté de ce point de vue-là. Juste, Oui. Avant de laisser la parole, il faut surtout pas faire l'amalgame entre RPS et burn-out. Le burn-out, c'est une des formes des RPS. C'est loin de tout représenter. Hein. Et d'ailleurs, sur le plan médical, le burn-out n'a pas de nosologie médicale bien définie, c'est-à-dire que il n'est pas reconnu comme une vraie maladie bien définie, si vous voulez. Les psychologues, eux, en parlent. Donc là encore, c'est compliqué. Vous voyez, c'est pas simple. Il faut surtout pas résumer les RPS au phénomène burn-out. Et donc, je dis ça pour ceux qui vont suivre le MOOC. Pas faire ce raccourci, parce que derrière le terme RPS, il y a beaucoup d'autres choses. Tout à fait. Et pour le salarié qui est en souffrance, c'est à chaque fois une interrogation. Est-ce que c'est moi, c'est une remise en question? Est-ce que c'est moi, mes capacités, j'ai plus les compétences ou j'ai plus les capacités pour faire mon travail correctement, ou bien c'est, on va dire, réaxiogène avec une analyse un peu plus froide de la situation en disant on me met en échec et je ne pourrais pas m'en sortir. Mais à chaque fois, c'est délabrant. Et on voit qu'effectivement, ça touche le cœur même de l'organisation. Alors, ce qu'on propose en tant que préventeur, c'est d'aborder le risque RPS comme un autre risque et de mener une démarche d'évaluation nourrie de la même nature. D'accord. Mais voilà, on voit. Alors, la complexité du sujet, vous vous en rendez compte à travers ces petits échanges, fait que dans le MOOC, où justement les interactions sont peu nombreuses sur un sujet aussi sensible, on a pris le parti de l'exclure et de le traiter plutôt dans des cours en interaction pour pouvoir éviter les raccourcis, les contresens, les mauvaises interprétations. Et on a décidé de ne pas traiter ces risques-là dans un dispositif qui est plutôt, on va dire, formel et laissant moins la place à l'échange et à la discussion. Donc, je précise, pour ceux qui attendraient ce module-là, il ne viendra pas. Et on a une autre question qui est extrêmement pointue et que je vais vous soumettre pour terminer. Alors, je vais la prendre pour ne pas commettre d'erreur. C'est Anaïs qui nous pose cette question-là. Le débiteur de l'obligation de sécurité au sein d'une entreprise est l'employeur. Depuis les arrêts Air France de 2015, certains ont pensé que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur était devenue une obligation de moyens renforcés. Anaïs nous précise, ce n'est pas mon opinion, mais qu'en pensez-vous? Donc pour l'ensemble des apprenants, il faut juste resituer un peu ce que sont ces arrêts Air France de 2015. La situation qui a généré ces arrêts et cette jurisprudence, c'est le fait qu'un personnel d'Air France, stagiaire, s'est trouvé à New York en septembre 2011 au moment des attentats et qu'il a vu, 2001, pardon, ça date, et qu'il a vu de sa chambre d'hôtel s'écrouler les 2 tours. Et puis, quelques années plus tard, donc on est en 2006, au moment de rejoindre son avion, il est pris d'une crise de panique et du coup, il se met en arrêt de travail pour surmonter cette difficulté-là. Et puis, dans le même temps, 2 ans plus tard, il fait appel à la juridiction prud'homale pour se faire verser des dommages et intérêts au motif du manquement de son employeur à son obligation de résultat quant à la préservation et la prévention sur sa santé physique et mentale. Donc, suite à cette mise en accusation, il est licencié
en 2011, c'est pour ça que j'avais retenu cette date, pour ne pas s'être présenté à son travail. Donc voilà, on a cette situation-là, et puis alors que le salarié reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires, la Cour de cassation, donc là je vais reprendre un peu les termes exacts, que la Cour de cassation estime que la Cour d'appel de Paris a légalement justifié sa décision en retenant l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La logique de l'arrêt Air France, c'est que finalement, l'employeur ayant fait valoir qu'il avait pris toutes les mesures, donc tous les moyens nécessaires pour éviter, pour prendre en charge la santé et la sécurité de ses employés, il ne se sentait pas mis en défaut. Et le fait qu'il y ait ces arrêts Air France tendrait à faire jurisprudence sur le fait que dès lors que l'employeur montre et fait la preuve qu'il a mis en place tous les moyens nécessaires, alors il n'aurait plus d'obligation de résultat. Donc on est sur un arrêt qui date de 2015. Je ne peux pas dire, moi, s'il y a eu si ça a fait jurisprudence et si ça a été remobilisé par ailleurs. Mais voilà, globalement, c'était pour resituer pour tous les apprenants un peu de quoi il s'agissait, pour pouvoir avoir votre avis sur, évidemment, voilà, on a toujours dit, et on dira dans le MOOC, tout au long du MOOC, que l'obligation, c'est une obligation de résultat. Là, on voit qu'il y a un coin qui s'ouvre sur finalement quelque chose qui serait une obligation de moyens. Globalement, vous, comment vous réagissez à cette question extrêmement pointue et pertinente, je trouve, d'Anaïs? Alors, j'aurais tendance à renvoyer la balle auprès de nos juristes éventuellement, parce que c'est une question très, très précise. Simplement, je voudrais revenir sur le contexte et son évolution. Tout à l'heure, j'ai évoqué les résultats en nette amélioration en matière de santé, de sécurité surtout, et je n'ai pas fait le parallèle avec l'évolution de la réglementation. La réglementation, il y a 20 ou 30 ans, était plutôt une approche technique, plutôt une approche moyen. Vous faites comme ça et finalement, il n'y aura pas de problème. On est conforme au Code du travail, c'est bon. Depuis 91, c'est justement l'obligation de résultat. Vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Qu'il y a quand même un certain cadre qui est donné, ne serait-ce que par les principes généraux de prévention, mais l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Il fait comme il veut. Et il sera en fait jugé en fonction des résultats. Et là, on est bien dans un exemple, c'est vrai, un petit peu particulier, où l'atteinte à la santé est réelle. Est-ce que l'employeur a fait tout ce qu'il fallait pour éviter? C'est au juge d'arbitrer là. Et en fait, le juge a la possibilité de se prononcer parce qu'il y a cet article du Code du travail qui est cette obligation de résultat. Enfin, c'est bon. C'est un avis comme ça. C'est vraiment un avis qui est demandé, je pense que... Mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir le point de vue précis d'une juriste ou d'un juriste sur ces questions-là, pour voir si finalement, est-ce qu'il y a encore obligation de moyens ou pas, mais en fait, je crois que chaque fois qu'il y a un incident ou un accident grave, on est cette situation-là. Est-ce qu'on s'est donné les moyens pour éviter ça d'une façon satisfaisante ou pas? Bien sûr, pas pleinement satisfaisante, parce qu'il y a eu un accident. Donc là, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas normal, qu'on aurait pu sans doute éviter. Mais il y a eu en fait un manquement quelque part, c'est évident. Et donc le juge peut s'en saisir pour évaluer la responsabilité des différents acteurs. Je pense que sur le fond du dossier, moi je m'en tiendrai juste au juridique. C'est-à-dire que la Cour de cassation est là pour juger elle est saisie pour juger sur la forme et non sur le fond. Sur la forme, elle est saisie pour un cas extrêmement particulier, puisque l'employeur a finalement une obligation de résultat vis-à-vis des risques qu'il peut contrôler. Or là, en présence d'une attaque terroriste le 11 septembre 2001, est-ce que Air France était capable de prévoir que devant la chambre d'hôtel de son salarié, il aurait vu sur les tours et qu'il allait les voir s'écrouler parce qu'il y aura un attentat terroriste? Est-ce qu'on peut considérer que ce risque était lié, était prévisible par son employeur? Je pense que la Cour de cassation a jugé vraiment un cas très très particulier, puis elle l'a jugé en son âme et conscience. Et à mon avis, ça remettrait pas. Enfin moi, un avocat me dirait là-dessus, on peut plaider
l'obligation de moyens et pas l'obligation de résultat, j'aurais beaucoup de doutes. J'aurais beaucoup de doutes. Parce que là, on a jugé un cas très, très particulier. Voilà. Mais qui a fait, qui a fait jurisprudence. Il y a eu une jurisprudence. Et on pourrait... Alors, on peut le lire dans deux sens, finalement. Soit c'est la prévention du risque lui-même, c'est-à-dire ce risque de traumatisme lié à l'observation de ces tours qui s'écroulent, ou de prévention du risque après la survenue de cet attentat, en disant finalement avoir pourquoi pas des cellules. J'imagine n'importe quoi, puisque je ne connais pas assez bien, même très bien le risque post-traumatique. Voilà. Et je peux vous dire que c'est absolument imprévisible. D'accord. C'est-à-dire que là, on sait que si on expose des personnes à des situations traumatisantes, il y aura du risque traumatique, mais prévoir que quelqu'un va déclencher un syndrome post-traumatique, c'est quasi imprévisible. Voilà. Donc là encore, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez compliqué. Par contre, moi je me référais au niveau de la prévention. En fait, on parle de niveau de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Donc primaire, c'est d'éviter que ça se produise. Secondaire, c'est de limiter les conséquences quand ça se produit. Et tertiaire, c'est d'accompagner derrière, de pouvoir, je dirais, guérir, consolider la personne. Et c'est vrai que je pense que ce qui peut être mis en discussion et que nous on voit lorsqu'il y a un incident grave, c'est que de plus en plus il y a un accompagnement en fait des équipes qui ont été soit témoins, soit qui ont vécu de manière indirecte l'événement. Et je pense qu'effectivement on peut pas prévoir je dirais les conséquences pour la personne en elle-même. Par contre, on peut proposer un accompagnement et que les personnes qui se sentent plus touchées par l'événement puissent pouvoir en fait être aidées par un spécialiste, par un psychologue qui viennent discuter en fait de l'événement. Et dans cette affaire, je me demande si le fond du dossier, justement, c'est pas ça, c'est l'accompagnement traumatique, post-exposition qui posait problème. Voilà, c'était la question que je posais en disant... Je pense que parce que le fond du dossier, il est plus là que sur le fait de se retrouver à un moment donné devant une attaque terroriste qui est quasiment qui est imprévisible. Donc, il est plus sur l'accompagnement post-exposition. Tout à fait. Et le fait que l'entreprise ait pu négliger l'accompagnement post-exposition. Ou ne pas avoir pris en compte le risque lié à effectivement avoir vécu un événement, un événement traumatisant. D'accord. Donc, vous voyez, Anaïs, votre question est encore sujet à diverses analyses possibles et loin d'être complètement réglée. Donc, c'est qu'elle est intéressante. Donc, voilà. Juste pour terminer un petit peu sur cette table ronde, finalement, si chacun d'entre vous, vous aviez un message que vous aimeriez faire passer aux apprenants aujourd'hui, voilà, un message fondamental que vous aimeriez qu'ils retiennent ou qu'ils aient en tête tout au long du MOOC, ce serait voilà, quel message ou quelles attentes particulières? Je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et finalement, c'est ce qui nous a amené à dénommer ce MOOC un MOOC Impact, c'est-à-dire en tant qu'acteur de l'entreprise ou futur acteur, se poser la question quel va être l'impact de ma décision sur la santé et sécurité des personnes concernées pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Voilà, c'est un peu le message important qui me paraît à retenir. Alors moi, je citerai juste l'adaptation du travail à l'homme. Je pense qu'on en a parlé en début de conférence. Je crois que ça, c'est vraiment important. Et en tant qu'ingénieur, on n'en discute pas forcément lors de sa formation. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que derrière, c'est des systèmes qui sont utilisés par les opérateurs, par des personnes, même dans le cas de systèmes informatiques. Et il faut vraiment avoir cette vision d'adapter au mieux le travail à l'homme. Moi, comme message, je dirais que la santé, la sécurité au travail, c'est pas une variable d'ajustement. C'est pas non plus une ligne budgétaire qu'on met tous les ans sur une entreprise en se disant comme ça on va couvrir les arrêts de travail, la sinistralité, etc. Et puis voilà, non, c'est une démarche active. Et c'est une démarche active qui doit profiter à tous. Et vous l'avez bien dit, le travail ne doit pas nuire à l'homme, et l'homme doit pouvoir s'épanouir dans son travail. Et je pense que c'est un homme épanoui dans son travail, il est bien plus
efficace. Voilà. Donc, soyons vigilants et répétons qu'effectivement, voilà, hein, la santé, la sécurité au travail, ce sont des problématiques essentielles auxquelles vous êtes confrontés en tant que salarié, auxquelles vous serez confrontés si vous êtes encore étudiant. On espère que cette table ronde vous a apporté des réponses ou au moins a suscité votre intérêt pour vous poser de nouvelles questions. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes, enfin ces quelques dizaines de minutes. Et puis, je tiens à vous remercier tous les trois d'avoir participé avec nous à cet échange, du temps que vous nous avez consacré et des réponses que vous avez pu apporter. J'espère vraiment que chacun en tirera tout le bénéfice possible. Merci à tous et à bientôt dans le MOOC. Au revoir. Bon parcours dans le MOOC. Au revoir. Au revoir. Au revoir.